Le burn-out, cette nouvelle maladie à la mode. C'est ce que j'ai lu il y a peu de temps à ce sujet et je me suis dit mais c'est vraiment pas possible de minimiser à ce point-là une maladie qui touche énormément de Français qui le subissent chaque année. Comme je ne suis pas spécialiste en la matière, j'ai décidé d'amener à mon micro une personne qui, elle, justement, s'est spécialisée dans le domaine, d'une part parce qu'elle l'a subi elle-même, mais aussi parce qu'elle a décidé de pousser ses connaissances et de pousser ses études en se formant à la neuroscience. Aujourd'hui, elle accompagne des publics jeunes et moins jeunes, à la fois pour prévenir de ce burn-out, mais aussi pour expliquer comment on peut se relever et qu'est-ce qu'on peut faire après. Avant que tu ne lances cet épisode, sache que certains sujets sensibles ont été abordés lors de cette discussion. Si certaines thématiques peuvent te heurter, je t'inviterai à ne pas écouter cet épisode, mais d'aller écouter les précédents ou les suivants. Merci à toi. Ça suffit les conneries, le média anti-bullshit qui dit stop aux conneries autour de l'entrepreneuriat et la communication. Bonjour Aude et bienvenue sur le podcast. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors moi, je m'appelle Aude Célie. Donc moi, je suis auteure du livre récent qui s'appelle Autopsie d'un burn-out, qui est sorti donc chez donc, les éditions l'édition Duno. Et aujourd'hui, je suis aussi praticienne en neurosciences et travaille, donc je fais des conférences sur un sujet qui tient à cœur et qui est clairement d'actualité. Et c'est intéressant aussi de mon côté, mais je fais aussi donc, du coaching pour femmes et je donne des cours aux étudiants parce que justement, ce sujet euh, est plus que nécessaire en termes de prévention. Donc, c'est pour ça aussi que je vois et que je parle aux étudiants. Ok. Ouais. Et comment t'es amené justement à te spécialiser dans le burn-out? Alors, en fait, c'est assez simple dans le sens où, donc moi, le 24 mai 2012, j'ai décidé de faire une tentative de suicide parce que justement, j'ai vécu un burn-out. Et donc voilà, aujourd'hui, ce thème-là, je le connais puisqu'en plus, donc au départ, quand j'ai fait ce burn-out en 2012, j'ai sorti mon histoire, donc mon témoignage en mai 2013. En 2015, j'ai écrit sur la reconstruction et en 2019 sur la reconnaissance, enfin, plutôt sur le retour à l'activité professionnelle. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un sujet qui est fortement d'actualité, tout simplement parce que moi, je l'ai vécu aussi. Et en 2012, on en parlait beaucoup moins que maintenant. Comment tu as pu savoir que toi, tu faisais ce burn-out-là? Est-ce que tu as eu des signes annonciateurs? Enfin, comment ça s'est passé pour toi? Alors, c'est une très bonne question parce que, effectivement, en 2012, on n'en parlait pas du tout comme on en parle aujourd'hui. Moi, mon parcours de base, c'est les ressources humaines. Et moi-même, donc c'est un sujet particulièrement RH, je n'ai jamais entendu parler de ce phénomène ou de ce mot, alors, pas du tout. Et donc moi, quand ça m'est arrivé, je ne savais absolument pas ce que c'était. Honnêtement, je pensais que c'était un coup de fatigue. Et le mot, la première fois que je l'entends, c'est au moment où j'ai eu un gros signal, parce que tu parles justement de signe annonciateur, il y en a eu avant, mais à un moment donné, voilà, j'ai pas pu aller au travail. Et donc j'ai été directement chez c'est un médecin de ma ville. Je me rappelle, j'étais partie en week-end avec des copines et ma sœur, et elles avaient passé leur temps à me dire mais oh, faut que t'arrêtes, tu t'investis mais t'as pas de retour, pas de reconnaissance, il faut que tu démissionnes. C'est facile à dire. Mais voilà, et effectivement, quand je rentre, je prends un train donc je commence à pleurer, donc des pleurs que je ne contrôle absolument pas. J'appelle ma sœur, elle me dit, oh, t'as suffi, tu vas voir un médecin. Et en fait, dans ce cas-là, dans le burn-out, 99% des personnes disent, non, je ne peux pas, parce que sinon, je vais avoir encore plus de boulot. Et il y a d'autres, d'ailleurs, raisons, c'est que c'est la peur de perdre son boulot, la peur des critiques, la peur de l'impact que ça peut avoir sur les autres collègues. Ce médecin-là te parle ce jour-là du burn-out et toi, quelques temps après, tu fais le tien. Est-ce que pendant ce temps-là, tu as mis des choses en place pour quand même améliorer ton quotidien au travail ou est-ce que tu as gardé ce même rythme effréné pendant toute la période? Alors, c'est une très bonne question parce que comme on n'en parlait pas du tout à l'époque, donc le rapport que j'avais avec le burn-out quand je suis sortie de cet entretien avec le médecin, c'était que j'avais besoin de couper avec le travail. J'ai pas eu vraiment de conseils sur, à part le fait de oui, ce serait bien d'en parler à votre hiérarchiste que j'ai fait pendant des mois. Donc, j'ai pas eu vraiment de réponse ou en tout cas de solution apportée, à part le fait d'avoir une prescription justement d'anxiolytique.
Et en fait, j'ai continué parce que en allant, enfin, en retournant dans le travail, le lendemain du médecin, évidemment que les choses n'ont pas changé du tout. Donc, je suis revenue dans un contexte où j'étais surchargée de travail, j'avais toujours pas de reconnaissance, voilà, j'avais pas forcément d'autonomie pour pouvoir faire le travail que je voulais, de la façon dont je voulais, parce que voilà, effectivement, j'étais isolée aussi, c'est très important, ce sujet-là. Donc, pendant ce temps-là, je ne fais que gérer le quotidien qui ne s'arrange pas du tout, qui continue à se dégrader, moi avec d'ailleurs. Et donc voilà, donc les signaux, en plus, je pense que les signaux étaient tellement au rouge que, à moins, et c'est entre guillemets la solution que mon cerveau a trouvée, c'est à moins de t'arrêter complètement pour ne plus être dans le contexte qui te détruit au final, ben tu peux pas, les choses ne changent pas, les choses empirent. Il y a vraiment une dégradation. De toute façon, le burn-out, c'est ça. C'est une dégradation de la santé physique, mentale et émotionnelle, et comportementale d'ailleurs. Donc, le fait d'avoir fait un burn-out, c'est que ma dégradation a été continue. Il n'y a eu aucune solution qui a été apportée pour éviter que je craque. Et aujourd'hui, si tu devais donner une définition assez simple du burn-out, laquelle ça serait? Il n'y a pas il y a pas de définition juridique aujourd'hui sur le sujet. C'est intéressant ta question parce qu'en fait, il y a toujours, enfin, encore maintenant, il y a beaucoup de confusion sur le sujet. Donc, si il y aurait deux types de définitions que je pourrais donner. La première, ce serait donc que le burn-out, en fait, c'est le développement de symptômes individuels quand on est surexposé à un environnement du travail qui est stressant et délétère. Il résulte d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. Donc, quand j'entends cette phrase et quand j'entends cette espèce de définition de l'OMS, là, je me dis, on y est. C'est exactement, exactement la définition que l'on peut en donner. Et euh, dans le sens même où la personne, les gens, tu vois, par exemple, le mot burn-out, c'est un mot qui est anglais, c'est un mot on est dans l'anglo-saxon, donc tout le monde ne comprend pas. Déjà que c'est un sujet qui est un peu compliqué à comprendre, alors avec le terme en plus anglo-saxon, bon, là, ça devient flou. Donc des personnes qui maîtrisent pas l'anglais ou des personnes qui disent, mais c'est quoi ce truc? Donc, le fait d'avoir une définition qui est vraiment concrète, le stress, donc c'est le résultat d'un stress chronique au travail non géré avec succès, il ne peut pas y avoir plus clair. Bah, par rapport à celle que tu donnes et celle de l'OMS, on entend beaucoup justement le terme professionnel, le fait que ce soit au travail. Moi, je m'y connais pas en burn-out, c'est bien pour ça que je t'invite aujourd'hui. Et moi, j'entends aussi beaucoup parler de burn-out, mais sur d'autres sujets, burn-out parental, burn-out, enfin, à toutes les sauces, on va dire. Ouais, Est-ce que du coup, le burn-out n'est vraiment qu'exclusivement lié au travail, ou est-ce que c'est possible de faire un burn-out dans un autre domaine que le professionnel? ouais. Merci d'avoir posé la question. Parce que oui, clairement, et malheureusement, tu vois, ça ne fait que desservir le sujet en lui-même. Parce que du coup, on est en train de donner une vision d'un phénomène de mode. Alors que c'est une pathologie du travail qui est une pathologie sérieuse, qui répond donc à une dégradation de la santé. Et dégradation de la santé parce que et de toute façon, il faut que ce soit bien clair, ce n'est lié exclusivement au stress au travail. Par exemple, je crois que c'est dernièrement, j'ai dû lire le burn-out estival. Et quand j'entends ça, burn-out aussi maternel, etc. En fait, derrière ce mot-là, je pense les gens essaient de parler de surmenage. Parce qu'on n'est pas au moment du burn-out, qui est encore une fois lié au travail, il y a une rupture entre j'allais dire la vie mentale, mais c'est vraiment ça, la santé mentale et la santé physique. Oui, bien sûr. Et en plus, c'est dingue, parce que si on continue à faire ça, on est en train de dévier le sujet sur ah mais c'est la personne qui a un problème, c'est elle qui a un problème dans sa vie privée, c'est elle qui a un problème avec dans ses vacances, c'est pas du coup elle fait trop de choses, etc. Non, 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 c'est vraiment important de bien comprendre, et c'est pour ça que le mot burn-out, c'est un mot qui est un peu fourre-tout. Normalement, et encore plus en France, on devrait garder la terminologie qui est syndrome d'épuisement professionnel. Et en fait, tu vois, tu vas parler du mot burn-out. Il y a le mot brown out, donc brown, marron en français. J'avoue que je me suis toujours posé la question pourquoi le mot marron, mais je pense que c'est pas une couleur éclatante, donc ça voudrait dire
En fait, c'est la perte de sens. Burn-out, on est sur burning, donc c'est donc la surcharge, le fait d'être voilà, réduit en cendres. Ensuite, il y a le bore-out, donc qui vient du mot boring, donc qui est l'ennui. Et le tout dernier qui vient de sortir, qui est blur-out. Blurring, en tout cas, ce terme-là fait appel, en tout cas, à la notion de frontière, le peu de frontières qu'il y a entre la vie privée et la vie pro. Donc là, je t'ai donné 4 types de, finalement, syndrome d'épuisement professionnel qui ne veulent dire que la même chose, c'est que le burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel, donc là, du coup, je vais préciser. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le syndrome d'épuisement professionnel lié à la surcharge de travail, le syndrome d'épuisement professionnel lié à l'ennui, le syndrome d'épuisement professionnel lié donc à la perte de sens et le syndrome d'épuisement professionnel lié à la porosité entre la vie privée et la vie pro. Le burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel, c'est la phase ultime et catastrophique du stress chronique au travail. Donc voilà, donc ces termes-là, c'est des mots qui sont pour moi dangereux. Cette traduction, elle est dangereuse, anglo-saxonne. Je me demande des fois si c'est pas pour faire, pas fun, mais du coup, ouais, je sais pas pourquoi, c'est comme un terme qu'on utilise en France, c'est le Chief Happiness Officer. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un poste qui se développe, qui est RIABSA. Mais si on traduit en français, c'est responsable du bonheur. Et bizarrement, si on met ça dans le milieu du travail, les gens ils vont dire responsable du bonheur, mais c'est quoi ce. Alors que si on dit Chief Happiness Officer, ça fait limite stratégie anglo-saxonne, etc. Finalement, ce qu'on va appeler le burn-out parental ou estival, pardon, mais ça m'a vraiment beaucoup fait rire celui-ci. Ouais, C'est juste un syndrome d'épuisement. Donc, les gens vont dire bah, qu'ils sont fatigués. Donc, après, effectivement, ça peut être un épuisement qui est assez énorme. Bah, voilà, quand on voit, exact, quand on est parent, quand on d'autres choses. exact, Mais en tout cas, il faut pas utiliser ce mot burn-out qui, lui, en tout cas, est réservé à la sphère professionnelle. exactement. Est-ce Exactement. est-ce qu'il y a des prédispositions, on va dire, pour certaines personnes à faire des burn-out? Oui, alors la question, elle est juste parce que on a souvent parlé du fait que les personnes, les profils qui font des burn-out, c'est des métiers, des fonctions qui est liée avec une forte exposition émotionnelle. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde est concerné. On peut avoir 25 ans, comme 40, comme 55. À partir du moment où on évolue, donc justement dans un contexte de stress, on va développer les symptômes individuels liés au stress chronique. Donc aujourd'hui, c'est tout le monde est concerné et les profils qui sont, heu, qui sont vraiment à même d'être des profils, victimes, c'est des personnes et c'est important de comprendre ça, c'est des personnes qui sont impliquées, c'est des personnes qui sont engagées, c'est des personnes qui aiment leur travail, c'est des personnes qui sont consciencieuses, c'est des personnes qui ont le sens, des responsabilités, c'est des personnes qui certes ne savent pas dire non, mais il y a des raisons derrière, beaucoup. Et donc, c'est important de comprendre ça, c'est que ce sont pas des personnes qui sont dilettantes. C'est pas des personnes où on peut dire, qui ne savent pas gérer le stress. C'est exactement l'inverse. C'est des personnes qui encaissent le stress sans rien dire. Et en fait, je pense que aujourd'hui, on a trop tendance et c'est pour ça que c'est intéressant la question que tu as posée par rapport au burn-out perso, etc., sur lequel il faut vraiment prendre conscience que c'est un sujet important parce que ça concerne les meilleurs salariés. Ça concerne les personnes qui sont des piliers. Ça concerne des personnes qui ont envie, et ça me rappelle un débat que j'ai fait à la télévision avec le numéro 2 du MEDEF. Et en fait, je rappelle qu'il avait dit suite à l'intervention d'une personne par téléphone en duplex, que ah là là, si jamais on, on fait en sorte qu'on reconnaît ça en maladie, ça va être la boîte de Pandore et tout le monde va se ruer pour avoir un arrêt maladie. Ça, N'importe c'est quoi. le discours des personnes qui ne savent pas ce que c'est. Parce que les personnes qui font des burn-out, donc celles qui sont investies, etc., elles ne veulent pas être en arrêt maladie. Elles n'ont jamais demandé à être en arrêt maladie. C'est les personnes qui aiment leur travail. C'est les personnes qui, en soi, et c'est ça qui est fou, veulent simplement faire bien leur travail. Sauf qu'elles essaient de le faire bien dans un contexte qui les détruit. Et est-ce que, la quantité de travail ou le temps de travail, ça peut aussi avoir un impact sur, cette possibilité de faire un burn-out à un moment donné?
Oui, oui, complètement. Et là, j'en reviens justement à l'aspect, enfin, au sujet qui est beaucoup plus macro, c'est les risques psychosociaux. Et dans les risques psychosociaux, les facteurs, il y a l'intensité et la charge de travail. Il y a les relations qui sont interprofessionnelles, donc avec ses collègues ou sa hiérarchie. Il y a le manque d'autonomie ou l'excès d'autonomie. Donc ça, c'est le facteur. Il y a le fait aussi d'avoir l'insécurité de la situation au travail. Ça, c'est important parce qu'on est dans un contexte où l'ambiance n'est pas ah, si ce boulot ne me plaît pas ou on ne me donne pas les moyens ou j'arrête, je ne suis pas heureuse, à démissionner immédiatement. Ça ne marche pas comme ça aujourd'hui. Combien de taux de chômage? Comment retrouver finalement un boulot que j'aime, sur lequel je m'investis, mais c'est les conditions de travail qui sont gênantes. Et même la personne va jusqu'à se dire, mais pourquoi est-ce que c'est moi qui est parti alors que c'est l'entreprise qui est... Et donc les personnes restent. Donc il y a ça, il y a aussi ce qu'on appelle les conflits de valeurs. Les conflits de valeurs, c'est quand on fait des choses qui sont en contradiction avec notre propre façon de penser. Il y a ce qu'on appelle les exigences émotionnelles. Et ça, les exigences émotionnelles, c'est intéressant parce que ça veut dire que transforme nos émotions, les vraies, en des émotions qui sont différentes. Je pense que tu et ceux qui nous écoutent ont souvent entendu parler de laisser ses émotions au pas de la porte du travail. Et bien, on n'a rien compris. On n'a rien compris en disant ça. Parce que justement, les émotions, elles donnent des infos. C'est si une personne est en colère ou agressive ou systématiquement dans la contradiction, etc., il y a un message derrière. C'est le message de la colère, c'est le message de la frustration. Une personne qui, par contre, va être en sourire, va être voilà, motivée, etc. Ok, c'est-à-dire que la personne, elle est joyeuse, donc, et donc elle a les conditions pour se sentir bien. Mais il peut y avoir la tristesse, par exemple. La tristesse, ça veut dire que c'est quelqu'un qui se sent pas bien, qui n'est pas dans des conditions où elle a envie, où elle a envie tout court d'ailleurs. Et voilà, les émotions, les laisser au pas de la porte, ce n'est pas possible parce que sinon, on, euh, on empêche le sujet des risques psychosociaux en termes généraux. Donc oui, l'intensité fait partie des six grandes catégories de risques psychosociaux qui peuvent créer du mal-être, du stress chronique et du burn-out. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler aussi de burn-out entrepreneurial. On voit aussi de plus en plus de personnes qui vont prôner le fait de travailler un nombre d'heures infini par semaine, de pas avoir besoin de prendre de week-end parce qu'ils sont sur un métier passion, donc en fait ils n'ont pas l'impression de travailler, que c'est pas nécessaire de prendre des vacances. D'ailleurs l'année dernière il y a eu le terme tracances qui est sorti, donc c'est le fait de travailler en vacances, voilà, et d'être complètement ok avec ça. Est-ce que pour toi c'est dangereux de faire ça? Et aussi, comment on peut prévenir les entrepreneurs justement, de ne pas se mettre, dans cette position, dans laquelle on peut finalement aussi, faire un burn-out tout simplement? Ben voilà, en fait, tu as quasiment donné la réponse dès le début. Le burn-out entrepreneurial, ça veut dire qu'on aura s'intéresser à la fonction d'entrepreneur. Donc, on est sur le syndrome d'épuisement professionnel lié, cette fois, effectivement, à l'environnement de mon entreprise que j'ai monté tout seul. Comment est-ce qu'on peut le prévenir? Euh, on peut le prévenir que si on a conscience de l'impact, et surtout, c'est important, le premier quasiment, c'est forcément un signal annonciateur physique. Donc, 99% des cas, ça va être les troubles du sommeil. Et c'est logique, parce que surcharge mentale, le cerveau n'arrive pas à traiter toutes les informations, il turbine, on n'arrive pas à dormir. Donc, c'est un signal qui est assez fort pour comprendre que, ah, là, ça commence, il y a déjà un signal. Et donc, il y a des signaux physiques comme la lombalgie. Et c'est intéressant parce que, tu vois, je fais le rapport entre le rapport entre la santé physique et la santé mentale. Parfois, on entend dire, je ne sais pas où donner la tête. Et souvent, quand on a des mots à ce niveau-là, c'est ce type de message qu'il faut comprendre. Je ne sais pas où donner de la tête. Donc, où je n'arrive pas justement à pouvoir me concentrer ou avoir un seul sujet à la fois à traiter. Parfois, on va dire que les choses me pèsent, donc ça va être le mal de dos, etc. Parfois, ça va être on a mal, tu sais, au ventre, etc. C'est à rapprocher, je pense, à la notion du euh, je digère pas, je ne digère pas les choses que je suis en train de vivre. Donc, les signaux physiques sont des signaux
que l'on peut détecter et où, à partir du moment où on les a, enfin, on les connaît, il faut avoir une stratégie pour essayer de les atténuer, voire les supprimer. On vit dans une société qui récompense le culte de la performance. Aujourd'hui, être en non-travail, c'est être mal perçu ou mal le vivre. C'est drôle parce qu'au final, c'est même limite pas de notre faute, parce qu'on est ancré dans ça. Depuis qu'on est à la maternelle, on nous dit, ah, si tu te comportes mieux que ton voisin ou ton copain, si tu fais bien les choses, c'était ça, je te donne des bons points. Après, on passe en primaire. À partir de la primaire, viennent les notes, donc de 0 à 10 ou ABCD. Donc, on est encore de oui, faut être meilleur. On évalue la performance. Ensuite, on passe au lycée. Et là, au lycée, bah, qu'est-ce qui intervient? C'est les encouragements et les félicitations. J'ai été déléguée de la sixième à la terminale. Je peux te dire que quand on reçoit des encouragements, des félicitations, c'était mon cas. Voilà, on se sent, j'ai envie de dire que voilà, on se sent fort, on se sent exister finalement, valorisé. Alors que ceux qui ne l'ont pas, mais est-ce qu'on se rend compte du mal que ça peut créer? Si ça se trouve, c'est une personne qui déjà, c'est des sujets qui ne l'intéressent pas, et que si elle fait un cours en cuisine, elle a 20 sur 20, alors que moi, j'aurais 2 sur 20. Donc, on est vraiment dans cette espèce tu sais quoi, d'hypocrisie. D'hypocrisie parce que quand on fait ça, quand on continue ensuite à être en entreprise, rentre en entreprise, et enfin, vraiment le sacerdoce, ou en tout cas, ce qui crée des conflits, c'est l'entretien annuel d'évaluation. Le manager, il n'est pas derrière vous 24 heures sur 24. Il n'est pas au courant, ou en tout cas, il ne fait pas forcément attention, ou il n'a pas conscience de ce dont vous avez besoin concrètement tous les jours pour bien faire votre travail. On fait en sorte de dire tout le temps, faites mieux, faites mieux, faites mieux. Et donc, on se retrouve au final avec parfois des entrepreneurs ou des personnes qui sont dans le travail. On dit ça le workaholisme. Bon, j'aime pas trop parce que c'est encore un sujet, un terme anglo-saxon, mais où c'est des personnes qui valorisent, qui glorifient le fait d'être toujours à fond. Sauf qu'au final, c'est parfois des personnes qui dépassent leurs limites et c'est des personnes qui peuvent facilement, en tout cas, faire un burn-out. Bien sûr que nous ne sommes pas égaux tous à l'exposition au stress. Dans une situation, je vais peut-être être stressée, là où toi, tu ne le seras pas. Donc, on peut pas, il n'y a pas à comparer des personnes qui disent oui, bon, moi, je suis à fond, etc. Parce que si ça se trouve, c'est le métier qu'elle adore. Si ça se trouve, quand elle décide d'exercer ce métier-là, quand elle ne voit pas le temps passer parce que c'est elle qui le décide. Les personnes qui vivent des burn-out, c'est les personnes qui subissent les conditions. Donc, le rapport au stress et le rapport à la fatigue lié à la dégradation n'est pas du tout le même. Pas du tout. Et si aujourd'hui, bah, moi, je me rends compte que voilà, j'ai des signaux annonciateurs peut-être du burn-out ou que je vois des personnes qui ont ces signaux-là, vers qui je peux m'orienter ou bah, avec qui je peux en parler? Enfin, comment je peux faire? La première personne, et d'ailleurs, c'est la personne la plus puissante au final pour être efficace et pour faire en sorte que la personne ne bascule pas, c'est le manager. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la main directe sur les conditions de travail. Si je viens voir mon manager et que je lui dis, écoute, par rapport à ce sujet-là, j'ai besoin de plus de temps, ou là, j'ai besoin d'aide parce que je suis surchargée, ou j'ai pas tous les éléments, toutes les données pour pouvoir bien faire travailler ce sujet-là. Ça, c'est la meilleure stratégie pour éviter que les personnes fassent des burn-out. Vraiment, le fait de parler au manager, c'est ce qui sera le plus performant, enfin, en tout cas, le plus pertinent. Donc, c'est important. Donc, quand la personne vient voir aussi au niveau du DRH, elle peut détecter que c'est pas forcément voilà, des difficultés qui sont pas importantes, mais on peut trouver une solution facilement parce qu'on va travailler avec le manager qui donc va te donner les moyens. Si ça ne fonctionne pas avec les RH, qu'on ne peut pas les voir, n'hésitez pas à aller voir le médecin du travail. Le médecin du travail, bah, vous voyez, hein, le terme c'est médecin du travail. Ben voilà. Donc c'est quelqu'un qu'on peut solliciter. Vous pouvez l'appeler quand vous voulez, enfin voilà, quand vous voulez, et demander un entretien. Donc ça c'est intéressant. Si malheureusement, bon, le médecin du travail n'a pas forcément, ben, il faut avoir ce médecin traitant ou un médecin. Euh, Normalement, la prescription pour pouvoir malheureusement essayer de se remettre, en tout cas de gérer la situation, de couper, c'est un arrêt maladie.
Donc, il y a cette personne-là qu'on peut détecter aussi. Sinon, il faut peut-être aller plus loin, c'est-à-dire peut-être voir les syndicats ou peut-être aller voir l'inspection du travail. Donc, il y a des structures, des personnes qu'on peut aller voir de manière graduée pour pouvoir essayer de trouver une solution et avoir les conditions pour bien faire son travail. Et si, dans le cas justement d'un entrepreneur, donc quelqu'un qui serait tout seul, dans ce que tu dis là, ce qui est intéressant, c'est de revoir finalement toute la méthodologie de travail et de voir de revoir pardon tout l'environnement de travail aussi. Donc finalement, en tant qu'entrepreneur, on n'a peut-être pas accès au manager parce que souvent on Ouais, va être notre propre manager quand on travaille tout seul, ou on peut être associé, peu importe. Mais le plus important, en tout cas, ce sera vraiment de revoir toute cette partie-là et de faire en sorte finalement d'avoir des meilleures conditions. Et si ça ne suffit pas, comme tu le dis, le but ce serait aussi de couper avec son travail, donc potentiellement voilà faire une vraie pause avec son activité entrepreneuriale. c'est ça. Et il y a une chose aussi qui est extrêmement importante dans le cas de l'entrepreneuriat, c'est la solitude. L'isolement, c'est un des facteurs, si ce n'est pas le facteur le plus important dans les arguments du suicide. Parce que je n'ai pas la possibilité de pouvoir décharger, de partager, d'être compris dans les difficultés que j'ai. Donc, je recommande énormément de trouver une solution à ce sujet-là. Peut-être qu'il faut intégrer un réseau professionnel parce que le fait de rencontrer d'autres managers, d'autres entrepreneurs, etc., ça permet justement de se retrouver dans les mêmes problématiques et de parler aussi. C'est un truc tout bête, hein, mais quand on est auto-entrepreneur, quand on est entrepreneur, on se retrouve parfois à être donc sur son écran, comme là d'ailleurs je le suis, chez moi, etc., en train de travailler. On peut aussi, de temps en temps, aller dans un espace de coworking. C'est bête parce qu'on n'y pense pas comme ça, mais le fait d'être dans un endroit où il y a plusieurs personnes, et ben, en fait, c'est comme si on faisait partie d'une entreprise. Donc ça peut être, c'est important, en tout cas, de trouver une solution à l'isolement. C'est très important. OK, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs justement qui disent qu'ils vivent mal, le fait d'être seuls, qui vivent mal le fait de pas avoir de collègues. Il y en a qui sont très contents de leur activité, mais vraiment cette Ouais. solitude, c'est quelque chose qui les pèse. Donc effectivement, rappeler qu'il y a ces réseaux professionnels, on a envie de dire réseaux sociaux, mais non, Ouais, ces mais c'est fou, réseaux hein? C'est clair! tu vois, on a envie Clair. de le dire, qui Mais a tu ses raison, réseaux pro tu raison. et même les réseaux sociaux finalement, Oui, c'est aussi un lieu où on va trouver des clairement, pairs, où on pourra clairement. échanger. Après, les réseaux sociaux, c'est quand même à double tranchant parce que ça peut Ouais, aussi te mettre face à des choses qui ouais, vont te faire sentir encore plus seul. Mais ouais, en revanche, tu retrouves quand même des personnes qui vivent globalement les mêmes choses que toi, peut-être dans le même temps que toi. Il suffit que vous soyez lancés en même temps, que vous soyez ouais, dans le même domaine. C'est vrai que ça ouais, peut aussi aider à rompre ouais. cet isolement-là. Ouais, ouais, t'as complètement raison. C'est marrant que tu vois, nous deux, on a fait quasiment le lapsus, mais les réseaux sociaux, ça peut être une stratégie aussi, certainement pas suffisante. Mais tu sais, à l'époque, bon, je ne par rapport à nous, mais tu sais, il y avait ce qu'on appelait, bon, j'exagère, mais bon, on est un peu dans ça quand même, les forums de discussion. Les forums de discussion, c'est accessible, ça. Les groupes Facebook. Parce que sur Instagram, il n'y a pas ce truc, et sur Twitter non plus. Alors là, sur Twitter, c'est encore moins le truc. Mais par exemple, on peut utiliser les forums de discussion. C'est hyper intéressant comme façon de pouvoir partager ou lire des personnes qui ont les mêmes difficultés. Il y en a de plus en plus d'ailleurs, des entrepreneurs justement qui vont créer ces espèces de communautés, Mm. sur des serveurs Discord ou sur d'autres Ouais, serveurs d'ailleurs, et qui permettent justement, d'avoir à la fois cette possibilité d'être, de faire partie de ce groupe, mais de ne pas y participer tout le temps. Donc ça fait que ça ouais, respecte à la fois tes exactement. propres limites, voilà, d'être seul si tu en as envie, mais si Ouais, tu en as besoin, tu sais que tu peux trouver quand même un vivier de ouais, personnes avec qui échanger, et c'est vrai que c'est clairement. plutôt pas mal. Ouais, ouais, complètement. T'as tout à fait raison. Comme un exemple. Complètement raison. Ouais, et donc du coup, toi, tu as écrit 3 livres, sur, le burn-out. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors, donc moi j'ai fait mon burn-out le 24 mai 2012. En fait, mon témoignage, je l'ai écrit en 6 jours et je l'ai écrit à peu près 6 à 7 mois. J'ai écrit entre le 5 et le 11 novembre, je me rappellerai toute ma vie. Ce premier livre, en fait, c'est un livre que j'ai écrit non-stop. Je me rappelle, je pleurais quand j'écrivais. Le sommaire, j'ai écrit en 10 minutes. En fait, c'est marrant parce que je pense que quand j'ai écrit ce livre, j'ai écrit tout ce que
je comprenais, ce que j'ai compris pendant des années du fait que, bah, voilà, si on fait ça, ça crée un burn-out et du coup, l'exemple de ce que j'ai vécu dans cette société, c'était un exemple, parfait, terriblement, malheureusement, qui m'a inspirée au final parce que je recrachais. Il y en a beaucoup qui me disent: «Oui, mais c'est une forme de thérapie». Oui, c'est vrai, c'est le fait d'avoir écrit. En fait, au-delà d'être une thérapie, c'est que ça a validé justement ce que je vivais. Là où quand, en 2012, on n'en parlait pas et que je n'ai pas eu de reconnaissance de la part des chefs, j'allais dire, et ben quand j'ai écrit ce bouquin et quand il est sorti et que du coup, il y a eu tout un une tornade médiatique effectivement et derrière je me suis dit: «Ah mais en fait je suis pas toute seule». Donc c'est ça qui a été, voilà ce 1er livre-là, c'est ce qui m'a permis de raconter l'histoire et je sais que ça touche énormément les personnes parce qu'elles se reconnaissent. Il y a pas de là, il y a, je crois qu'il y a un commentaire, je crois que sur Amazon que j'avais lu et qui m'avait entre guillemets «un peu énervé où, la personne disait que, oui, oui, c'est qu'une biographie, enfin la personne raconte son histoire et cetera. Oui, c'est un témoignage, c'est le mien. En revanche, c'est, un livre qui explique le pendant. Le pendant quand on est en train de sombrer, qu'est-ce qui se passe dans la dégradation de la santé et donc le burn-out. Donc c'était le titre «Quand le travail vous tue, histoire d'un burn-out et de sa guérison». En 2015, donc il sort en mai 2013, en 2015, je sors Burn-out et après, donc comment se reconstruire et comment le prévenir, où là, je partage donc des témoignages de personnes qui, partagent les clés de la reconstruction et en fait, c'est différents témoignages de personnes différentes, d'âges différents, de secteurs différents, de niveaux hiérarchiques différents, pour la simple et bonne raison que ce que je disais au début, c'est que tout le monde est concerné et ce livre-là, je trouve très, très important puis en 2019, je sors, Renaissance, il y a une vie après le burn-out parce que, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit et qui m'ont demandé: «Mais Aude, comment est-ce que tu as fait pour retrouver une activité professionnelle?» Donc j'explique. J'ai aussi un regard beaucoup plus macro justement sur quelle est la situation en France et en fait, on a décidé avec, donc la nouvelle maison d'édition, c'est de rassembler les 3 parce qu'ils sont logiques, d'une certaine façon. C'est le avant, le pendant et le après. Donc de rassembler, ces 3 livres que j'ai réécrits, en laissant par contre l'histoire, le témoignage brut, parce que, vraiment mot pour mot, parce que c'est bah, ouais, il est puissant, ce témoignage est puissant et en fait, je dis souvent que la meilleure prévention, c'est d'informer et d'être informé. À partir du moment où les gens se savent, entendent, là, ils peuvent se poser la question de: ah mais j'ai l'impression que ça parle de moi. Donc éventuellement de tirer la sonnette d'alarme. Donc c'est ça, effectivement, j'ai écrit ces 3 livres. Aujourd'hui, ils sont tous, rassemblés sur Autopsie d'un burn-out, se reconstruire et se réinventer. OK. C'est vrai que oui, ça fait sens, quand tu le dis. Et ce qui est intéressant aussi quand tu parles de tes livres-là, c'est qu'on voit que c'est sur la durée. Alors que justement, dans les personnes parfois qui vont parler de burn-out, enfin moi j'ai déjà Ouais, lu, j'ai fait un ouais, burn-out d'un week-end, j'ai fait un ouais, burn-out, d'une semaine. Alors que ouais. là, on voit bien que justement c'est sur la durée. Donc toi, si tu devais chiffrer un petit peu, enfin tu mis combien de temps pour sortir justement de cet état d'épuisement? Alors, j'avoue que cette question est compliquée parce que, ça dépend de l'histoire. Ça dépend de l'histoire personnelle ou professionnelle. On n'évolue pas tous dans la même situation, les mêmes conditions, on ne résiste pas forcément de la même façon, ce que je te disais. Donc ce qui est certain, c'est que, on se remet pas d'un burn-out du jour au lendemain, où ce n'est pas une question de: «Allez, je vais me donner un coup de boost aujourd'hui, voilà, je serai plus en burn-out». Mais pas du tout. Un burn-out, c'est encore une fois, c'est un sujet sérieux. C'est au moment où la personne s'écrase, se crache, où il y a une rupture entre le mental et l'esprit, qui fait que le lendemain, elle ne se représente pas, entre guillemets, dans, la situation professionnelle où elle est. Mais j'entends par exemple beaucoup, Camille Lacour en ce moment, qui partagerait sa situation de burn-out. Alors que justement, il me dit que bon, du coup, au bout d'une semaine ou je sais plus, 3 semaines, en fait, il s'est dit qu'il fallait juste qu'il se remette d'aplomb, qu'il se remotive et tout et donc voilà, il a réussi à le dépasser. Non, ce n'est pas un burn-out. Un burn-out, c'est, par exemple, comme Stromae. Mmh. Stromae, lui, c'est un excellent exemple.
Parce que lui, qu'est-ce qui s'est passé? Le milieu dans lequel, le milieu du travail pour lui, c'est le milieu de la musique. C'est le milieu de donner des concerts, etc. Attends, c'est pendant un an, il a dû donner plus de 280 concerts. Ouais, c'était Et énorme. Quand il avait donné le chiffre, c'était à c'est un l'échelle humaine, tu te dis, mais c'est incroyable. à Enfin, l'échelle humaine. Et ouais. sachant que, bah, c'est quoi? Hier, je regardais le concert de Michael Jackson en live à Bucarest, c'était en 96. Euh, je le voyais, et je me disais, mais c'est dingue toute l'énergie qu'il donne, etc., etc. Mais comment est-ce que c'est humainement possible d'encaisser ça tous les 2 jours? Donc Stromae, oui, lui, c'est un excellent exemple de j'ai fait un burn-out, je me suis, dans les conditions de travail dans lesquelles j'ai évolué, ça m'a fait une dégradation de la santé qui fait qu'à un bout d'un moment, j'ai craqué. Malheureusement, Camille Lacour, pour moi, ça n'en est pas un. Et donc, tu vois, en ayant ce genre de disparité, bah, du coup, on crée des difficultés de... Attends, mais c'est... Et du coup, même, tu sais quoi, on en est à se culpabiliser. C'est culpabilisant pour une personne de dire, ah ouais, non mais voilà, Camille Lacour, il a réussi, et moi, ça fait 2 ans que je m'en remets pas, j'arrive pas, etc., je suis toujours mal, etc. Donc, c'est une forme de culpabilité. Donc, disons les choses, en fait, beaucoup confondent ou ne veulent pas avouer qu'ils sont en dépression. Et c'est souvent la confusion qui est faite, où on dit oui, c'est quelqu'un qui a fait une dépression. Non. Et j'en reviens à la définition qui est le burn-out est lié exclusivement à mon environnement de travail et le reste, au final, ce n'est pas lié, c'est c'est peut-être du surmenage ou de la dépression. Mais quoi? Est-ce que c'est fun? Est-ce que ça le fait de dire ah je suis en dépression, surtout si je suis au dehors de la scène? Je suis pas sûre. Donc voilà, c'est le mot. C'est dingue parce que le mot burn-out là, je sais pas si tu remarques. Et moi, par rapport justement au fait que j'ai fait en 2012 et que j'étais quasiment la pionnière pour en parler de manière euh, assumée et sans voilà ouvertement. Et le burn-out, j'entends partout. Mm. Donc oui, et bien sûr, les chiffres ont explosé. La crise a bouleversé le monde du travail et a poussé les gens à se dire, mais j'ai plus envie de ça, ou tout ce que je fais, ça sert à rien, on me reconnaît pas, etc. Donc oui, ça a accentué la détresse psychologique et accentué le nombre, c'est vrai, de personnes qui font des burn-out. Mm. Mais après, la dépression, du coup, parce que t'en parlais là à l'instant, c'est un petit peu pareil. T'as plein de gens qui disent, oh, je suis en dépression. Mais en fait, c'est une déprime. Enfin, du coup, il y a une Oui, différence entre, bah, j'ai la déprime automnale parce qu'il fait gris, bah, comme oui, aujourd'hui et qu'on est au mois de mai, qu'on devrait avoir du soleil. Donc, ça oui, plombe un peu. oui, VS, je peux pas sortir de mon lit, j'arrive même pas à me doucher et je peux même pas faire les choses du quotidien tellement c'est ça me clair. coûte en énergie. Donc, je pense que, en fait, tout simplement, pour le burn-out, c'est pareil. Il faut Ouais, vraiment faire attention aux mots qu'on emploie, surtout oui, quand on les dérive de leur définition principale. Et ouais, en plus, sur ces mots justement qui sont clairement. assez mal connus, bah, ça Ouais, dessert, comme tu disais, complètement la cause. Donc en complètement. plus, si c'est pour culpabiliser, de dire bah lui, il fait un burn-out, il arrive à s'en sortir en une Ouais, semaine. Moi, ça fait 2 ans que je rame, j'en ouais, peux plus, ou ouais, plus ouais, même parfois, parce que ouais, bah forcément, il y en a, comme clairement. tu dis, on n'est pas sujet pareil au stress, etc. Peut-être il y en Ouais, a qui vont mettre 6 mois, peut-être il y en ouais, a d'autres qui vont mettre 2, 3 ans, peu importe. Mais ce qui est exactement. important, c'est que vraiment chacun fasse son chemin, chacun fasse sa route. Et déjà, le fait de se prendre en main, de d'avouer justement qu'on est dans cet état-là, d'avouer qu'on a besoin d'aide, d'avouer qu'on a besoin de temps, bah en fait c'est Mm. déjà un signe de courage énorme. Donc Ouais. franchement, les personnes qui sont dans cet état-là, bravo. Enfin, Mm. Et c'est important ce que tu dis parce que euh, alors déjà, tu me demandais, tu sais, un peu un timing et tout. En gros, euh, on pourrait dire qu'il faut minimum 9 mois à peu près pour commencer, pour penser à éventuellement dire que. Parce que, et ça, c'est un conseil aussi, par rapport à l'entreprise. Si vous vous arrêtez un mois, peut-être quelques jours et tout, en fait, l'entreprise ne va pas prendre conscience du fait que, ah, il y a un problème. Ça fait quelques temps. Et en plus, surtout, que c'est que les personnes qui sont investies, que les personnes qui aiment leur travail, que les personnes qui sont impliquées, etc., qui disparaissent du jour au lendemain. Donc, c'est important aussi de valider au final mais ça aussi, c'est encore un autre sujet parce que les médecins rentrent en compte. C'est-à-dire que parfois, les médecins font des erreurs aussi, c'est des personnes humaines, et ne détectent pas forcément que c'est un burn-out. Ou parfois, il y en a qui carrément peuvent culpabiliser en disant non, mais ça en est pas un alors que ça en est un. En tout cas, que la personne court vers cette pathologie. Euh, mais voilà, c'est important de se dire que par rapport à ce sujet, c'est un sujet qui vaut vraiment
qui mérite qu'on y fasse attention et qu'on prenne la mesure de l'impact que ça peut avoir. Complètement. Et si aujourd'hui, il y a une personne qui est en plein burn-out, qui, écoute cet épisode, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? J'ai envie de lui dire que c'est une personne qui est exceptionnelle. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important parce que quand une personne est en train de prendre la pente, parce que en fait, j'ai modélisé une courbe qui explique quel est le process de l'épuisement et le process de la reconstruction. Et dans cette courbe, il y a cette descente où la personne perd de plus en plus confiance en elle, a de plus en plus de doutes, a de plus en plus d'idées négatives. T'imagines qu'on peut aller jusqu'à avoir des idées noires et d'ailleurs, ce qui est dingue, c'est que, en fait, le corps humain, le cerveau, est extraordinaire. Parce que lui, il sait depuis quelque temps qu'il est en surchauffe, donc il envoie des signaux. Et quand on ne les écoute pas, il envoie des signaux de plus en plus forts pour obliger le corps, le conscient, à s'arrêter. Laisse-moi tranquille, j'ai besoin de reposer. Trouve le moyen de trouver une solution pour que justement je me repose. Et donc, je pense que ces personnes-là doivent se comprendre qu'elles ont des valeurs. Les valeurs que vous avez pour le travail et l'effort sont des valeurs qui sont les bonnes. Les personnes qui font des burn-out, ce sont des personnes qui sont très impliquées, encore une fois. Donc, vous n'êtes pas des dilettantes. Ce ne sont pas des personnes fragiles. Vous êtes des personnes qu'on a fragilisées. Ce n'est pas du tout la même chose, la même perception. Donc, il y a ça. Et surtout, ne restez pas seul. C'est impossible, et je répète, c'est impossible de s'en sortir tout seul. Donc, il va y avoir la nécessité d'être accompagné. Après, quel est le type d'accompagnement? Il faut voir, est-ce que c'est le médecin? Est-ce que c'est le psychologue du travail? Est-ce que c'est un psychologue? Est-ce que c'est un psychiatre? Est-ce que c'est un coach? Il faut trouver la bonne approche pour soi qui me permettra d'avancer et de me reconstruire. Donc voilà, vraiment, vous êtes des personnes exceptionnelles et ne restez pas seuls pour essayer de vous en remettre. Bah écoute, merci beaucoup Aude pour toutes ces informations sur le burn-out. J'espère que ça va éclairer aussi les personnes qui vont l'écouter et Avec surtout plaisir. que justement ça fera cet aspect de prévention aussi, peut-être pour des Ouais. personnes qui se rendent pas du tout compte qu'elles sont peut-être voilà sur cette pente glissante. J'espère vraiment que les informations vont arriver là où elles doivent être, là où elles doivent arriver et qu'elles iront dans Ouais. les oreilles de personnes qui ont besoin d'entendre ça. En tout cas, je te remercie pour cette invitation, Priscilla, parce que c'est un sujet, je dis souvent aujourd'hui qu'on en parle. C'est vrai, on en parle pas beaucoup plus que quand on était en 2012, mais je dis souvent qu'on en parle mal. Donc, tu vois, tout ce qu'on s'est dit là par rapport à la confusion, le fait, etc. Bref. Donc, je trouve que ce que tu fais, et en plus, j'adore tellement le titre de ce podcast. Ah, mais pour moi, c'est d'une innovation. Et en plus, tu vois, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai utilisé le mot hypocrisie. Donc, à un moment donné, c'est là où je trouve que ce podcast est hyper fort, ne serait-ce qu'en termes de message, parce qu'à un moment donné, il faut poser les cartes sur table et dire qu'est-ce qui se passe. Et parfois, ça peut ne pas faire plaisir, ça peut ne pas faire plaisir au manager, ça peut ne pas faire plaisir à l'entreprise, voire ça peut ne pas faire plaisir à la personne victime. Mais oui, c'est important. Donc, ce podcast, j'espère qu'il sensibilisera au maximum. Mais je t'en remercie beaucoup de m'avoir en tout cas laissé cette parole-là pour pouvoir en parler. Avec grand plaisir. À bientôt. Salut!